Le cinéma d'horreur est-il mort? Sommes-nous réellement assez rassasiés du genre? Avons-nous exploré tous les sentiers, les placards, les dessous de lit ou encore les esprits? Avant de répondre à ces questions, commençons par le commencement. D'où vient le genre de l'horreur? Comment s'est-il fondé? Grâce à qui? À quand remonte le premier jumpscare? Alors grimpez avec moi, attachez vos ceintures, et c'est parti pour un retour aux sources. Bien que les puristes parlent souvent de cinéma d'horreur avant le XXe, celui-ci voit réellement le jour avec l'expressionnisme allemand d'après-guerre. Pour ce qui est du maître de l'horreur, le Stephen King des années 20, c'était Friedrich Wilhelm Murnau. Si cela ne te dit pas grand-chose, dis-toi que c'est le papa de Nosferatu. Alors oui, certes, le film est basé sur les écrits de Bram Stoker, et donc oui, c'est pompé sur Dracula. Ah oui, petit fun fact, Murnau n'a absolument jamais eu les droits pour cette œuvre. Non mais imaginez le putain de bordel que ça ferait maintenant. Genre je sais pas, c'est comme si Paranoïaque de Caruso était une sorte de remake un peu désavoué de Fenêtre sur cour. Ou peut-être un simple clin d'œil, qui sait. Parenthèse fermée, revenons-en à nos crucifix. Si notre petit Friedrich n'a effectivement eu aucune vergogne à pomper une des meilleures œuvres fantastico-horrifiques de l'histoire, doit-on vraiment lui jeter la pierre? Non, parce que qu'on se le dise, pour ceux qui ne savent pas encore, l'histoire du petit Vlad II, dit le dragon, a bel et bien existé. Alors, oui, il n'a pas sucé la moitié de la Transylvanie, et encore moins ses voisins d'Angleterre, mais il a tout de même empalé quelques paysans, hein. Ah si si. Bon, tout ça pour dire que quoi qu'il arrive, on pompe tous quelqu'un. Enfin, on a tous nos inspirations, quoi. Non? En se penchant sur le genre de l'horreur, on se rend rapidement compte que tous les 10-15 ans, de nouveaux codes sont créés, voire remaniés. Mais pour ça, il a bien fallu un début à tout. Il fallait, comme l'était Murnau, un ou des précurseurs. Après s'être fait la main sur près d'une quarantaine de films, je ne saurais vous présenter le légendaire Alfred Hitchcock et son premier réel film d'horreur, Psychose. Sorti au début des années 60, Psycho est sûrement le père fondateur d'un sous-genre qui a su exploser dans les années 80 grâce à Carpenter, le slasher movie. Mais on en reparlera plus tard. Si l'on parle encore aujourd'hui de ce chef-d'œuvre, ce n'est pas tant pour sa réalisation ou encore sa... Ouais, non, non. Même maintenant, hein, il sera au top. Il était, il est et il restera une légende. Bon, je ne vais pas venir vous gonfler sur le sujet, car il faudrait faire une vidéo entière dédiée à l'homme et je pense qu'il y en a assez comme ça. Mais putain, l'avance du type quand même. Regarde ça, regarde-moi ce jumpscare. L'angle, la vitesse, tout était parfait. En parlant de jumpscare, ça me permet de rebondir. Est-ce que tu sais d'où vient le premier véritable jumpscare de l'histoire du cinéma d'horreur? Vas-y, je te laisse quelques secondes. Pense à une date. 1942, dans la Féline. Et ça donnait ça. Je ne le dis que maintenant, mais bien évidemment, même si je donne quelques faits réels, cela est malgré tout ma vision et mon point de vue sur le genre. En aucun cas je ne détiens la vérité. Le cinéma est de l'art. L'art est subjectif, il n'y a donc aucune vérité. Bon, si, à la 2 c'était quand même de la merde, non? Bon, de plus je ne pourrais, à travers cette vidéo, vous parler de tous les grands films d'horreur et de tous les maîtres du genre. Je vous parlerai ici de ceux qui, je pense, ont joué un rôle charnière dans l'avancée du genre. D'ailleurs, qui dit rôle charnière, dit année charnière. Faisons cette fois-ci un bond dans le temps, jusqu'en 1968. Romero, Polanski, la doublette. Qu'on aime le genre du zombie avec Romero, ou qu'on déteste le personnage qu'est Polanski, on ne peut pourtant s'opposer à leur qualité d'écriture et leur gestion du frisson. Avec La Nuit des Morts Vivants de George Romero, un nouveau sous-genre est né, le film de zombie. Soyons honnêtes, je pense que c'est le sous-genre qu'on a le plus bouffé, et à toutes les sauces. Sauce classique, avec Romero, sauce fish and chips, avec Shaun of the Dead, ou encore du sauce Survivor, avec Je suis une légende. Le genre du zombie n'a pas de limite et traverse les frontières avec par exemple plus récemment, Le Dernier Train pour Busan. Bon, j'allais parler de sauce samouraï, mais ça fait très limite, surtout que le film, il est coréen. Pour le cas Polanski, avec son Rosemary's Baby, certains s'amusent à dire qu'il n'a pas réellement sa place dans le monde de l'horreur, mais que cela est plus un thriller fantastique. Je ne suis pas réellement d'accord. Le fantastique est, dans tous les cas, le monde de l'irréel, s'immisçant dans celui du réel. Donc, si on part de ce postulat, pratiquement tous les films d'horreur sont des films fantastiques. Et cela transformerait notre sujet d'aujourd'hui en sous-genre. Ah oui, c'est compliqué tout ça quand même, faut faire ses choix après tout.
En tout cas, une chose est sûre, ce petit bijou qui est Rosemary's Baby n'en reste pas moins un des premiers à utiliser l'épouvante au cinéma, ou du moins le fait brillamment marcher avec un côté, disons, thriller, ça je ne peux pas lui enlever. Pour la plupart des gens, et personnellement moi le premier, quand on parle d'épouvante au cinéma avant le 21e, le cultissime L'Exorciste de Fred Kine entre souvent en scène. Il ne faut pourtant pas oublier que celui-ci est paru près de 6 ans après, et qui n'est donc pas le premier film mettant en scène l'épouvante. Bien sûr, celui-ci fait encore mieux que son prédécesseur, mais le film lui-même est basé là-dessus, quand du côté de Polanski, cela n'en reste que le climax. Dans tous les cas, tout porte à croire que ces deux-là ont d'ores et déjà une place au panthéon de l'horreur. Ne vous en faites pas, j'ai bien évidemment pas oublié Evil Dead, qui pour moi allie quelque part ces deux sous-genres que sont l'épouvante et le zombie. Faisons une nouvelle fois un bond dans le temps. Jusqu'en 1978. Arrêtons-nous maintenant devant mon sous-genre préféré, celui du slasher. Petite pause, je suis actuellement sur le montage de la vidéo, et je viens de me rendre compte que je n'ai pas parlé de ce sous-genre, du moins je n'ai pas expliqué. Donc me voici. Le slasher movie est donc un sous-genre de l'horreur mettant en scène un tueur généralement masqué, voire défiguré, un tueur pas vraiment identifiable. La plupart du temps, il prend la décision de traquer ses victimes, étudiants de préférence, à l'arme blanche. J'espère que j'aurais pu vous éclairer. Parenthèse fermée, on peut reprendre. Attention à ne pas confondre avec le torture porn, dont on ne parlera pas dans cette vidéo. Ce qui veut dire pas de Saw, pas de Human Centipede, ou pour les plus connaisseurs, pas de Cannibal Holocaust. Le genre du slasher, lui, explose littéralement avec le très célèbre Michael Myers dans Halloween, la nuit des masques. Va s'en suivre une flopée de slashers tels que Freddy les Griffes de la nuit, Vendredi 13 ou encore Scream. Je vous entends déjà venir, ah oui, Massacre à la tronçonneuse, c'est sorti en 74, donc techniquement Carpenter a rien inventé. Oui, mais non. Disons plus oui et non. Second fact, pour ceux qui l'ignoraient, Massacre à la tronçonneuse est tiré de faits réels, et le film s'apparente plus pour moi à du torture porn. Cela le rend donc un peu à part en fait. Bon, pour les origines, je pense qu'on est bon. Mais avant de passer à la nouvelle vague, je me devais de citer quelques mentions honorables. J'entends par là que je ne voyais pas réellement ces œuvres comme précurseurs ou quelconque héritières de quoi que ce soit, étant assez indépendantes et surtout uniques en leur genre. Je pensais bien évidemment au monstre qui est Shining, au très sous-coté Misery, ou encore It, premier du nom. Bien sûr, pour les amateurs de SF horrifique, je n'oublie pas Alien, le 8ème passager, ou The Thing, du grand Carpenter. Une nouvelle fois, ceci est ma vision de la chose, et en aucun cas ne doit refléter votre réalité. Cette nouvelle vague, je la divise en deux parties, le fan footage et le retour aux sources. Le fan footage ou caméra embarquée, tout le monde connaît. Il est tout d'abord né avec le projet Blair Witch, qui lui-même a fait naître une flopée de films à suite tels que Rec, Paranormal Activity ou encore Cloverfield. Est-ce que ce genre de film coûte cher? Ouh là là non. Est-ce que ce genre de film rapporte? Ouh là là oui. Pour vous donner un exemple, un petit fact supplémentaire, le projet Blair Witch a coûté à la prod environ 60 000 $. Son bénéfice, près de 250 millions de dollars. Point faible, beaucoup trop fort. C'est dans cette deuxième partie que je vais enfin pouvoir répondre à la question du le cinéma d'horreur est-il mort? Je vais ici jouer une carte que je n'aime guère. Cette carte, je l'appelle la carte du conservateur aigri et casse-couille, aussi communément appelé le fan capricieux. Car oui, le spectateur est devenu capricieux, et je suis devenu capricieux. Mais après tout, en face de nos œuvres préférées, nous ne le sommes tous pas, quelque part? Je pense par exemple aux fans inconditionnels de Star Wars, pour qui les suites sont devenues sans saveur, ou encore aux fans de l'univers Tolkien qui ne savent pour la plupart que cracher sur la trilogie du Hobbit. Eh bien moi dans l'horreur, l'abus de certains codes, ça me fait tiquer. Je m'explique. Le principe de base du fan footage est juste génial. Simple mais génial. Le problème réside dans ses propres limites. Étant une manière de filmer à proprement parler, je pense parler au nom de tous en avançant que l'on s'en est très vite lassé. Ce serait comme lancer un style vestimentaire qui s'apparenterait à porter un fut assez large, qui descend au niveau des fesses, on l'appellerait le baggy. Tu vois où je veux en venir? Bon, bah les codes du cinéma, c'est pareil, c'est une mode, et le fan footage était une mode et on s'en est lassé. Pour ce qui est du retour aux sources, pour ne citer qu'un réal, je prendrai celui qu'on ne présente plus ces 10 dernières années, j'ai nommé James Wan. Tout commence pour lui avec Dead Silence, décolle avec Inside Use et explose avec Conjuring. Je pense que nous sommes tous unanimes là-dessus. Ce sont tous les trois de super films, de super licences. Malheureusement victimes de leur succès,
Que James Wan soit à la réal ou à l'écriture ou même la prod, l'Australien va enchaîner les suites. Encore, encore et encore, et bingo, on y est, l'horreur devient un des meilleurs produits de consommation après le Marvel Universe. Les ingrédients sont basiques, un soupçon de James Wan, qu'il réalise ou non d'ailleurs, un brin de pub mensongère du genre le film le plus flippant depuis X ou Y, un zeste de tiré d'une histoire vraie, le tout sur son lit de pas dans la bande-annonce, t'as tout vu. Alors je pense qu'à force, le spectateur il s'est éteint, et c'est devenu un simple client, un simple consommateur, voulant être à la page du dernier hit de l'horreur. C'est là que l'ultime problème entre en jeu pour moi, ce problème qui fait revenir le cinéma au point de départ, au point de simple attraction. La génération des 18-28 est celle qui vient, n'a globalement qu'une seule envie, se comparer avec son voisin. Nous, spectateurs, entre grosses guillemets, voulons désormais savoir qui de nous notre ami est le plus craintif, qui de nous deux craquera le premier et qui sursautera. Le client n'est plus à la recherche d'un bon film ou d'une bonne trame narrative, non, il a laissé tomber. Le consommateur n'est maintenant à la recherche que du grand frisson, du plus gros hit, afin de se rassurer, de se dire « Moi, je n'ai pas eu peur. De toute façon, les films d'horreur, ça ne me fait rien. » Qui n'a jamais entendu cette phrase? Mais alors, qui est le plus à blâmer? Les feux spectateurs ou les sociétés de production? Bien que cela ouvre de nombreux débats, je pense que les deux sont à blâmer. C'est en effet aux réalisateurs de nous proposer de nouvelles choses, des trames inédites, mais c'est également aux spectateurs d'apprendre à se discipliner en arrêtant de rire à la première scène malsaine qu'il ne saisit pas et ou à lâcher son téléphone. Mais alors en 2020, le cinéma d'horreur, en a-t-on réellement fait le tour? Est-il mort ou avons-nous encore de beaux jours devant nous? Je parlais plutôt de codes horrifiques, de nouveaux genres et de nouvelles façons de filmer. Mais est-ce réellement nécessaire pour faire un bon film d'horreur? Et si les films indépendants ou de plus petites productions ne pourraient-ils pas remanier eux-mêmes d'anciens codes et les appliquer à leur manière? Pourquoi ne pas laisser plus de place à ce genre de cinéma dans nos salles grand public? Ces nouveaux réalisateurs, les voici. David Robert Mitchell, avec sa revisite du slasher, It Follows. C'est encore Ari Aster, avec Hérédité et Midsommar, qui sont pour moi les deux meilleurs films d'horreur de ces 15 dernières années. C'est enfin Jordan Peele, avec Get Out, qui, rappelons-le, en est sorti oscarisé. Tous les trois ont su remanier, voire créer de nouveaux codes, et même de nouveaux genres, si l'on se penche davantage sur David Robert Mitchell. Pour moi, c'est sûrement le réalisateur le plus prometteur et amoureux du 21e. Alors à la question maintenant redondante de la disparition du cinéma d'horreur de nos jours, je vous répondrai que non, il n'est pas mort. Car le cinéma de demain, c'est toi.